Bonjour à tous. Merci d'être venus relever le défi de la matinale relations sociales pendant les périodes de congés hivernales. Voilà, donc on va remercier les personnes qui sont présentes dans la salle et puis les personnes qui nous suivent en ligne. Alors, on aura l'occasion avec Jean-François de Canal Sud de présenter Xavier et Isabelle qui vont être nos intervenants du jour. Un sujet qui nous tient à cœur chez IGS Formation Continue et au sein du groupe IGS de façon globale, c'est la qualité du dialogue social. Rien ne s'arrête aux relations classiques qui sont liées aux négociations, ça va bien au-delà, que ce soit dans l'embarquement des managers, des collaborateurs, des partenaires sociaux, que ce soit direction ou syndicats. Et on va aborder encore ces sujets-là aujourd'hui. On a relancé cette dynamique des matinales avec Jean-François en décembre dernier. Donc on poursuit notre chemin. Jean-François, voilà, je vais te laisser prendre la parole et puis moi j'interviendrai à un moment donné pour vous présenter un certificat de formation qu'on lance en partenariat avec Canal Sud sur le sujet du dialogue social. Très bien. Merci Damien. Bienvenue à tous ceux qui sont là et qui nous regardent. On a choisi aujourd'hui un cas pratique consacré au dialogue social avec deux modèles différents, puisque à ma gauche j'ai une entreprise familiale et à ma droite j'ai un fonds de pension. Voilà, donc sous d'autres mots, Xavier et Isabelle, que je vais laisser se présenter. Ce qui nous a paru intéressant, c'est de montrer que le dialogue social, à partir du moment où il est bien conçu, bien pratiqué, au-delà de toute caricature, c'est-à-dire le paternalisme familial et la sécheresse financière, peut parfaitement fonctionner et, comme l'on dit chez Decathlon, permettre à chaque personne dans l'entreprise de marcher sur deux jambes, performance humaine et sociale, performance économique et financière. C'est comme ça que chez Decathlon on avance et on essaie de développer l'entreprise et de développer les personnes. Ça, c'est ce qui me paraît très important. Alors, Isabelle, à toi l'honneur. Donc, qui es-tu et que fait ton groupe qui est piloté par un fonds de pension? Donc Isabelle Vivant-Garnier, je suis directrice des affaires sociales au sein de Colisée. Colisée, c'est une entreprise privée qui est sous LBO, en effet, et qui accompagne le grand âge. C'est une société à mission aussi, au demeurant. C'est une société qui est composée de 180 EHPAD en France, mais qui est aussi qui est présente aussi en Europe, présente en Italie, au Portugal, en Espagne, en Belgique. Le plus gros de l'activité se trouve en France, avec donc des EHPAD, des résidences-services, des cliniques également de soins de suite. Et donc, j'ai rejoint Colisée en mars de l'année dernière en qualité de directrice des affaires sociales dans une DRH qui était en pleine reconstruction et dans un secteur d'activité qui est en pleine mutation. Voilà. Et sous les feux de la presse parfois. Aussi. Également. Merci Isabelle. Xavier, à toi. Moi, je suis le DRH du groupe Inotera, qui est une entreprise pharmaceutique qui produit des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous avons 110 ans d'existence. C'est une entreprise totalement indépendante, aucun lien financier, simplement une famille qui dirige depuis plus d'un siècle cette organisation. Donc dans les médicaments, spécialité maladies veineuses et gynécologiques, et dans le DM, dans le dispositif médical, pardon, ouais. La maladie veineuse, je raconterai un peu tout à l'heure, mais on s'ennuyait pendant le Covid, on a racheté la société Gibaud, marque très connue dans la pharmacie. Voilà, on est 1600 à travers le monde, 1000 en France, 600 commerciaux dans 107 pays, où l'on parle 53 langues au total. Voilà, quant à moi, je suis rentré il y a 6 ans, après près de 30 ans de consulting, dans les restructurations, les redéploiements, etc. d'entreprises sur le volet RH et managérial. Inotera faisait partie d'un groupe de clients que j'avais depuis 30 ans et on s'est rencontrés autour d'un projet, le président et moi. Même les consultants peuvent prendre des fonctions opérationnelles.
Et à l'envers, puisque d'habitude, c'est Voilà, les DRH qui vont exactement. chez les consultants. Voilà, c'est parfait. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de caler le débat avec quelques éléments de la méthode Cardinal Sud qui permet d'aborder le débat du dialogue social. Ça sert à quoi, ça marche comment et quelles sont les conditions de réussite. Donc, on va démarrer tout de suite avec un premier schéma qui est l'illustration de notre vision des choses. L'écosystème social de l'entreprise, ça c'est absolument fondamental, on l'appelle autrement le losange de l'équilibre social. Vous avez toujours 4 parties prenantes. L'équipe de direction, les collaborateurs, magasins, bureaux, usines, que sais-je, les managers intermédiaires et de proximité, les syndicats, les syndicalistes et les instances représentatives. Et en ce qui concerne ce schéma, eh bien ça c'est un schéma idyllique, tout est équilibré. Vous avez donc un dialogue social institutionnel, c'est-à-dire la partie du haut, qui fonctionne très bien. On anticipe, on tient légal, on est dans la conformité, c'est parfait. Et puis vous avez une régulation sociale de terrain, consacrée au climat social qui fonctionne bien, consacrée à la résolution des irritants sociaux. Tout ça est formidable. Et ceci, c'est à la fois une méthode d'analyse et une démarche de travail. Parce que vous l'avez compris, vous avez donc 4 acteurs et vous avez donc 6 relations. Et nous verrons qu'une des relations les plus importantes, c'est celle-ci, entre les managers et les syndicats. Quand tout va bien, quand l'entreprise sait où elle va, quand la gouvernance est constructive, quand les managers sont clairement investis d'une mission en matière de social, on y reviendra, tout ça peut bien fonctionner. Hélas, parfois, nous avons des déséquilibres qui se produisent, dus au marché, dus à l'équipe de direction, dus au management, dus à des syndicalistes, dus à des difficultés de production, de qualité, que sais-je. Et dès lors, vous avez un déséquilibre qui se produit. Et le déséquilibre, en matière de dialogue social, fait que les syndicats amènent de plus en plus de pression. Alors, elle est normale ou anormale, elle est correcte ou incorrecte, là n'est pas le sujet. La pression existe parce que c'est une forme de réaction du corps social, c'est une forme aussi d'attente, parfois même d'appel au secours, par rapport à des situations vécues. Et dès lors, on voit ce beau losange qui se transforme au fur et à mesure. Et là, vous voyez, il y a une grosse flèche rouge qui apparaît. Le losange devient pratiquement un triangle, c'est-à-dire que les managers qui sont plus tellement au courant de la stratégie de la direction, qui ne comprennent pas vraiment ce que la direction attend d'eux en matière sociale, qui voient le terrain qui n'est pas content, qui n'ont pas les arguments pour répondre, qui ne peuvent pas non plus être très à l'aise par rapport aux représentants de proximité ou aux élus CSE, CSSCT ou aux délégués syndicaux présents dans leur univers, eh bien, se retrouvent parfois à leur corps défendant, parfois ça les arrange, parfois ça les arrange pas du tout, ils se retrouvent en quelque sorte exclus de plus en plus en dehors du dialogue social. Donc, les grands mots d'aujourd'hui, un manager doit donner le sens, un manager doit être capable d'expliquer la vision de l'entreprise, tout ça est jeté à la poubelle tranquillement. Et au bout d'un moment, dans le pire des cas, je dis bien le pire des cas, celui auquel il ne faut jamais arriver, qu'hélas on rencontre quelquefois, votre losange s'est transformé en triangle, vous voyez, et puis après, ça se transforme en ligne droite, direction, les syndicats au milieu et la base. En matière de social, bien évidemment. Et dès lors, on ne sait pas réellement si les syndicats représentent véritablement les attentes, les besoins du terrain. En tout cas, ils en émettent. À vous de voir si ce sont les vrais ou pas. La direction se croit finalement obligée de ne discuter qu'avec les syndicalistes et ne prend pas tellement le pouls d'autres entités du terrain. Donc un dialogue social qui devient beaucoup plus subi, le mot est très important, il y reviendra, que voulu et construit. Et c'est exactement l'inverse de ce que nous, chez Cardinal Sud, souhaitons, c'est-à-dire un dialogue social équilibré où chaque partie joue son jeu. Ça, c'est vraiment le danger qui aujourd'hui guette beaucoup d'entreprises françaises et internationales implantées en France, mais également, on a la chance d'intervenir à l'étranger, on constate cela également dans d'autres entreprises, dans d'autres pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique du Sud, en ce qui nous concerne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec nos invités, on va travailler sur ce sujet, vraiment dialogue social stratégique, dialogue social opérationnel. Voilà ces éléments qui nous paraissent fondamentaux. Si on poursuit le raisonnement,
Notre doctrine, notre méthode, notre pratique, ce qui marche, comme on dit chez les ça marche, c'est centré autour de ce cercle vertueux et dialogue social. Et vous verrez d'ailleurs nos invités ont, dans leur pratique, finalement, déjà mis en place des éléments qui correspondent à cela. D'abord, l'information. Si on considère que ce qui compte le plus, c'est la réunion de négociation ou la journée mensuelle du CSE, certes, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit conforme, etc., mais on a loupé 29 jours. Le plus important, c'est les 29 jours entre deux séances de CSE, voire le temps entre deux séances de négociation, où beaucoup de choses peuvent se faire de manière légale, c'est-à-dire les bilatérales très classiques, ou bien informelles, les fameux off. Et ce qui nous paraît maintenant un point clé, c'est la concertation. C'est-à-dire, est-on capable de discuter avec différents acteurs de l'entreprise? Ça peut être des groupes de travail, ça peut être des groupes de réflexion avec des élus, mixtes ou pas, c'est-à-dire avec des opérationnels et des élus, mais la concertation par rapport au sujet, en amont. Pour nous, aujourd'hui, la valeur ajoutée du dialogue social se situe beaucoup plus en amont de la négociation que pendant la négociation même. Parce qu'après, on retrouve le système classique, négociation, signature de l'accord. Dans notre jargon, c'est un client qui nous a dit ça un jour, on a gardé l'expression qu'on a trouvée pertinente et qui a fait Flores, c'est la boîte noire du dialogue social. Historiquement, vous aviez les dangereux experts que sont les directeurs des relations sociales ou des RH et les syndicalistes, délégués syndicaux, qui avaient le monopole des négociations et qui négociaient tout. Mais personne n'était au courant de ce qui se passait. Et puis comme en France, que vous soyez adhérent ou pas du syndicat, vous bénéficiez de l'accord qui a été négocié et que 96% des Français sont couverts par une convention collective, il n'y a aucun problème. On peut se désintéresser totalement du dialogue social en France. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, où l'adhésion au syndicat conditionne beaucoup de bénéfices. En conséquence, cette boîte noire aujourd'hui, pour nous, est un véritable danger. C'est un trou noir pour le dialogue social, mais aussi, on se prive, surtout, de la capacité de levier que représente le dialogue social. Parce que ce pourquoi on milite, ce sur quoi on se bat depuis bientôt 30 ans chez Carnel Sud, c'est arrêtons de considérer le social comme un caillou dans la chaussure, comme une grenade dégoupillée ou comme une gueuse de fonte qui nous traîne vers le bas. C'est quelque chose d'essentiel qui peut être un levier de performance humaine et économique. Et il faut le concevoir comme ça. Et à l'aune de cet espoir et de cette réalité, tout conditionné à cela. Après l'application, vous voyez, donc ce qui change, c'est la concertation très important et l'application. Parce que je suis délégué syndical, j'ai signé un accord avec vous, manque de bol, cet accord n'est pas respecté. Exemple, l'accord prévoit que dans nos magasins, nos ateliers, nos services, que sais-je, les plannings sont établis 3 semaines avant. Et très régulièrement, mon manager, pour des tas de raisons valables, absentéisme, charge de travail, que sais-je, dit la veille, disons que ça ne t'embête pas de rester, etc. Au bout d'un moment, je vais voir mon délégué syndical Damien et je lui dis « Damien, je ne sais pas à quoi tu sers parce qu'on a signé un accord de dialogue social qui n'est pas respecté. » Et c'est là où on voit bien cette conception du dialogue social qui est subi. Dans un dialogue social subi, on a signé un accord, ça veut dire qu'on a coché une case. Et si vous prenez une entreprise comme La Poste, par exemple, vous avez peut-être remarqué que La Poste s'est considérablement transformée. Si je ne prends que la direction du courrier, ils se sont transformés notamment à partir du moment où il y a eu une inversion, un changement de paradigme. Désormais, ce n'est plus le nombre d'accords signés, le bâtonnage, qui est important, c'est la qualité de l'accord dans sa réalisation et dans son application. Est-ce que ça marche ou pas? Exemple, l'organisation des horaires sur les centres de tri postal, qui sont évidemment le nerf de la société. Et Xavier connaît bien ça, parce qu'on a travaillé ensemble beaucoup à la Poste. L'application est aujourd'hui décisive. Et on voit bien que l'application, qui est au cœur de cela? Parce qu'une fois que ça a quitté le stade de la négociation et des experts, syndicalistes et direction, c'est le manager. Donc si vous ne l'associez pas au dialogue social, ça ne peut pas marcher. Et puis ensuite, le suivi. Nous avons un client, une grande entreprise française de taille internationale. Ils ont signé en 2023 95 accords. Ils ont plus de 300 accords en vie sur l'entreprise. Imaginez-vous réellement, comme le prévoit en général le chapitre 6 ou le titre 6 ou 7 d'un accord, imaginez-vous 300 commissions de suivi. Juste impossible. On est donc amené à écrire des articles dont on sait très bien qu'ils ne seront pas respectés. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au suivi? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre idée
pertinente, qui marche, que de dire si l'application fonctionne avec un retour d'information correct, les fameuses commissions de suivi, qui ne se tiennent pas, le plus souvent, sauf pour des accords essentiels, eh bien, les fameuses commissions sont moins importantes parce que l'accord est réellement appliqué. Donc c'est comme ça que nous voyons vraiment les choses. J'ai parlé du rôle du manager, cela nous amène à un point fondamental qui est qu'est-ce qu'on demande au manager dans le social? Pour nous, vous l'avez compris, pas de dialogue social sans manager. Dès lors, c'est le premier représentant de l'entreprise. Il doit être capable d'expliquer les éléments essentiels d'un accord. Je reviens à une commande qui a été faite en 2005 par un de nos clients, un grand client dans le domaine de la chimie, et qui demeure toujours valable, cette commande. Je veux, nous avait dit le patron des opérations et le DRH de l'époque, je veux que chaque agent de maîtrise posté ou de quart soit capable en 90 secondes, à la machine à café, de donner les 3 avantages d'un accord qui compte pour la personne en face de lui. Sachant que personne n'ira lire l'accord qui fait entre 25 et 75 pages. Et j'avais trouvé cette commande particulièrement performante. Ça veut dire que la pédagogie doit être légèrement revisitée, vous vous en doutez. Mais ça, c'est fondamental. C'est le premier représentant de l'entreprise. N'oubliez pas que 85% des salariés français font confiance à une personne pour leur quotidien et leur donner le sens. C'est leur manager de proximité. À côté de cela, syndicats et direction oscillent glorieusement entre 20 et 30%. Donc la solution, c'est clairement le manager de proximité. Deuxième élément, c'est le premier représentant de son équipe. C'est lui qui doit être capable de détecter les besoins, les attentes de l'équipe, détecter leurs difficultés, faire remonter, traiter. Premier acteur du changement, ça tombe bien, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et la raison d'être, en tout cas, c'est une modalité de fonctionnement permanente. Et puis, le premier acteur du climat social, avec quelque chose sur lequel Isabelle reviendra, parce que dans la préparation, Isabelle avait beaucoup insisté là-dessus, l'importance de la relation sociale de proximité, le local, conditionne la réussite du global. Voilà les éléments pour cadrer le débat. Et peut-être peut-on démarrer, Isabelle, par justement comment chez Colisée, avec les enjeux dans un contexte en plus médiatique difficile, comment vous avez fonctionné, comment vous fonctionnez, surtout dans la mesure où vous êtes arrivé depuis peu de temps? Alors, nous, chez Colisée et puis ailleurs d'ailleurs, je pense que c'est un mode de fonctionnement qui fait ses preuves, je pense, dans comment est-ce qu'on va impliquer les partenaires sociaux dans les enjeux de l'entreprise. Déjà, c'est en leur donnant du sens sur les raisons pour lesquelles on va opérer ces changements. Et pour leur donner du sens, il faut les alimenter. Régulièrement d'informations sur l'état de l'entreprise, sur les raisons des changements. Et ensuite, pour pouvoir construire, et ça, je pense que c'est un élément qui est important. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on va négocier et qu'est-ce qui nous motive à aller vers la négociation. Mais il faut aussi qu'on soit bien tous concentrés sur le même objectif, c'est-à-dire l'objet de la négociation. Il faut qu'on soit tous en train de parler du même sujet, un sujet structurant. Si on veut vraiment le faire avancer, si on veut vraiment pouvoir négocier sur ces sujets-là, il faut vraiment se concentrer sur le sujet. Et pour pouvoir se concentrer sur le sujet, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est de dépolluer du reste. Les partenaires sociaux, et quand on est dans le dialogue social avec les délégués syndicaux, les délégués syndicaux, ils sont délégués syndicaux certes, mais ils ont aussi un job et ils ont aussi nous on est présents sur tout le territoire français, donc quand ils viennent négocier, ils montent à Paris, donc ça nécessite aussi de se déplacer et donc dans notre mode de fonctionnement, avant même de dialoguer sur un sujet structurant, ce qu'on fait, c'est que on définit les règles du jeu. On définit les règles du jeu de la négociation, on en discute ensemble et puis on présente la manière dont on va évoquer le sujet. Donc on structure la démarche, on évoque tous les sujets qu'on va aborder et on évoque les périphériques. Ce que j'appelle les périphériques et les irritants, c'est tout le reste, les moyens qui vont être mis en place pour leur permettre de négocier, les moyens qui vont leur permettre de venir à la table des négociations. L'idée étant qu'au moment de la négociation, on ne se concentre que sur le sujet structurant qu'on a à aborder. Ça, pour nous, c'est assez important. Donc, généralement, c'est notre mode de fonctionnement. On construit un accord de méthode dans lequel on explique un peu le pourquoi de la mise en place de cette négociation.
dans lequel on va expliquer, on va définir ensemble les modalités dans lesquelles vont se passer ces négociations, des choses très, très, très basiques, mais qui finalement vont nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. Donc on va parler, je ne sais pas moi, des moyens, des heures de délégation, des frais de déplacement, pour que au moment de la négociation, quand on sera tous autour de la table, eh bien, vous n'ayez pas l'une des personnes qui commence d'entrer la discussion en disant oh, ben voilà, écoutez, avant de venir, j'ai mes frais qui n'ont pas été remboursés, j'ai rencontré des difficultés pour arriver. Voilà. Non, on se concentre sur le sujet. Pour se concentrer sur le sujet, il faut se dépolluer du reste. En tout cas, c'est la démarche qu'on a commencé à entreprendre. Et comme ça, ensuite, on structure nos négociations, on structure le sujet et on avance tranquillement sur les sujets, en donnant du sens au fur et à mesure. Alors, conseil et bonne pratique qui peut paraître simple au regard des enjeux, quand même 50 sociétés, l'harmonisation des statuts en 2024, l'UES, vous avez des enjeux colossaux d'un point de vue économique. Et néanmoins, ce que tu dis, c'est que finalement, quel que soit l'enjeu de la négociation, aussi important soit-il, si je n'ai pas, je reprends le mot, dépollué tout l'environnement des négociateurs, je ne me donne pas toutes les chances. Exactement. C'est ça l'idée. Exactement. Exactement. En fait, quel que soit le sujet, hein, là, oui, en effet, notre sujet d'actualité, c'est véritablement d'harmoniser nos statuts sociaux. Aujourd'hui, je vous la fais assez simple. On est une entreprise de 180 établissements, un peu moins de 10 000 collaborateurs, qui a doublé de volume en 2 ans. Donc, il y a eu des acquisitions successives. Et ce qui se passe, c'est qu'on a 4 périmètres qui sont différents. En fait, au gré des acquisitions, on a continué à avoir des périmètres différents avec une organisation des instances représentatives du personnel distinctes par périmètre, un statut social distinct par périmètre, ce qui fait qu'on est tous colisés, mais par contre, d'un établissement à l'autre, potentiellement, on n'applique pas les mêmes règles. Donc, le gros enjeu 2023 qu'on a commencé à adresser en 2023 et qui est en train de se poursuivre en 2024, c'était l'harmonisation. L'harmonisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces 4 périmètres, en fait, c'est plus qu'un seul périmètre. Un seul périmètre de représentation du personnel et donc un seul statut social qu'on va construire ensuite une fois qu'on aura mis en place ce périmètre-là. Donc, mise en place de l'UES, Unité économique et sociale, parce qu'on a 50 sociétés, donc forcément, il faut qu'on essaye de tous se regrouper. On a tous un même objectif et de mêmes enjeux. Et pour pouvoir construire ça, donc c'est des négociations qu'on a menées au niveau national avec les syndicats. On a fait des accords interentreprises. Et notre première étape, la toute première étape, ça a été un accord de méthode. Alors, ça peut être un accord de méthode, ça peut être autre chose. Moi, je suis là depuis 1 an, donc je pense qu'un accord de méthode, ça permet de structurer la démarche. Et puis, on commence à créer le lien de confiance en se disant, voilà, on veut co-construire avec vous la manière dont on va négocier l'harmonisation de demain. Et pour la co-construire, voilà, nous, comment est-ce qu'on envisage les différentes étapes ? Voilà, ce sur quoi on veut négocier, c'est un impératif. On veut négocier là-dessus. Après, on échangera à la table des négos, mais voilà, on veut négocier là-dessus pour que vous puissiez négocier dans de bonnes conditions. On a conscience qu'on va vous faire monter à Paris, alors que parfois vous pouvez vous retrouver dans le fin fond du 74, ça va être difficile de venir. Voilà, donc on organise les moyens qu'on va vous allouer pour qu'au moment de la négo, on parle du sujet. Alors, merci. Alors, Xavier, 2 conventions collectives seulement chez Notera, chimie, textile, pharmacie textile, quand même pratiquement aux antipodes pour ceux qui connaissent les conventions collectives, et beaucoup d'enjeux. Alors, comment faire pour amener toutes ces personnes qui viennent d'horizons si différents à être constructives ? Oui, effectivement, 2 conventions collectives, l'une des plus riches de France et l'une des plus pauvres. Donc, assez simple à gérer quand on est au milieu. Et il faut absolument faire preuve de pédagogie quand on fait des accords groupes pour que la richesse de l'une ne pollue pas la pauvreté de l'autre et vice-versa. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Pour moi, dans la réponse à la question, elle passe avant tout par la communication et la pédagogie. Alors, je vais peut-être faire hurler les DRH qui nous écoutent et qui sont présents dans la salle. Depuis la nuit des temps, je me moque du délit d'entrave. J'ai fait 30 ans de conseil, on m'a beaucoup menacé du délit d'entrave, j'ai jamais eu un seul procès au délit d'entrave, donc c'est chant de bel oiseau. Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne veux pas, et j'ai jamais voulu, et maintenant que je suis DRH d'un groupe, je ne veux pas que les partenaires sociaux arrivent analphabètes par rapport au sujet traité. Donc
Et si on veut le temps qu'ils se forment, qu'ils y réfléchissent, qu'ils benchmarkent, on ne peut pas respecter les délais de la loi. Et c'est ce que j'ai dit à mon délégué central quand je suis arrivé, parce qu'il a été voir mon LinkedIn, il s'est un peu méfié de moi, et à juste titre. Je lui ai dit, il y a une chose qu'on ne se connaît pas, mais je m'engage déjà sur une première chose, je ne vous étonnerai jamais. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, tous les projets qu'on aura, qu'ils soient joyeux ou plus dangereux ou plus noirs, vous serez au courant au moins 6 mois après, avant. Donc s'il me dit, oui, mais comment faites-vous, etc., je lui dis, bah écoutez, il y a un truc que vous connaissez peut-être, c'est le délit d'entrave, je m'en fous. Donc je vais vous prévenir, je vais vous avertir 6 mois avant, 6 mois pour que vous vous formiez, etc., etc. Et ça fonctionne très très bien, on a fait des choses remarquables ensemble, dont une vraie RCC, saluée par la directe du 92. Rupture conventionnelle Oui, collective. pardon, rupture conventionnelle collective, mais je vous raconterai pourquoi elle a été saluée. Donc voilà, donc d'abord la formation. Il faut qu'ils se forment parce que sinon il y en a toujours un plus fort que l'autre. Et moi aussi je me forme à certains sujets qui sont plus loin de moi et ils sont plus forts que moi. Je dois les respecter et avoir aussi cette... Donc je forme mes équipes et puis je les forme. Et au bout de 6 ans, ils se forment ensemble, ça va beaucoup plus vite. Donc ils sont tous dans la même salle, on a une nouvelle mandature, hein, ils sont tous passés aux élections. Et là, je vais former, enfin, c'est pas moi, c'est un cabinet réputé de la place qui va les former. Ils sont 100, une centaine à être formés. L'élu, le manager, son manager et les communautés RH. Donc le manager aussi, ça c'est important. Ouais, son manager, il faut qu'il comprenne quand il a un élu dans l'équipe, ça veut dire quoi. Et puis, formation sur, on les a formés à la RCC, on les a formés au télétravail, on les a formés, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça me faisait sourire parce que je retrouve mon bon vieux losange, je les forme aussi à ce losange-là. Alors, je ne l'utilise pas tout à fait comme Jean-François. Je pense que ce losange, alors c'est un losange, il n'est jamais équilibré, hein, c'est de la pédagogie. Mais ça explique les jeux d'acteurs et ça explique les déséquilibres que parfois nous-mêmes, les DRH, nous pouvons créer. Et c'est une toile d'araignée. Si vous tirez sur un des acteurs, l'autre s'éloigne. Et donc, quand on veut être, par exemple, avec un effet un peu politique trop proche, hein, si vous reprenez son triangle, si vous êtes trop proche des syndicats, le triangle, le syndicat va monter proche de la direction, automatiquement, et vous le savez très bien, les agents de maîtrise vont se rapprocher du terrain. Et donc, vous avez un espèce de bloc syndicat-direction qui ne sert à rien. Quand on négocie syndicat-direction, ça ne sert plus à rien. Et puis des managers qui vous regardent d'un effet critique en disant « Bon bonhomme, puisque tu as préféré discuter avec eux, maintenant, comment tu as dit, le premier leader social de l'entreprise, écoute, va te faire voir, t'en as un, c'est le mec de la CGT ou je ne sais pas quoi. » Et c'est important que toute l'entreprise le connaisse. Et quand on prépare nos négociations, je dessine à toute vitesse, maintenant ils le connaissent, je dessine à toute vitesse mon losange, puis je dis positionnez-moi-le par rapport à la négociation que vous voulez avoir. Et ça permet, les parties négociatrices permettent de comprendre. Donc pédagogie, communiquer, comprendre. Alors dépolluer, c'est un terme qui me plaît bien, ça. On dépollue les heures de délai, tout ça, et hop, on met tout ça en place. Par contre, je ne fais jamais d'accord de méthode. J'ai toujours été contre l'accord de méthode parce que je ne veux pas qu'on fasse une négociation sur la méthode avant de la négociation sur le fond. Et très souvent, j'ai vu des grandes centrales syndicales utiliser cette négociation d'accord de méthode pour ralentir la vraie négociation. Et il n'est pas rare que vous mettez 4 mois à négocier une méthode pour que... Voilà. Alors je fais appel à mon éducation jésuite et j'appelle ça un modus operandi non négociable. C'est-à-dire je leur pose des règles sur la table, ils les veulent bien, je veux bien les discuter un peu, hein, mais ils les veulent bien, ça marche, ils les veulent pas, je les remets dans la poche et j'ouvre le Dalloz, ce qui est beaucoup moins rigolo et pour eux et pour moi. Je fais juste une aparté, je vois que les équipes là nous ont mis le résultat du sondage en ligne. C'est en cours. Ah, ouais, ça monte. Il semblerait que les personnes qui... Le délit d'entrave est plus un alibi. Et plus un alibi, ouais. Xavier est suivi. Et voilà. Et puis la dernière chose peut-être, enfin les deux dernières choses, c'est de définir. Alors après on l'appelle comme on veut. Moi je n'ai pas trouvé de nom plus sympa qu'un totem. C'est-à-dire
tout ce qui sera jamais négociable sur l'accord. Donc ça, j'appelle ça le totem, et je leur donne tout de suite d'entrée, je leur dis voilà, on peut discuter de tout, sauf de ça, ça, ça et ça. Si vous rentrez dans le champ du non négociable, je ne discute plus. Tout le reste, on peut avoir un avis. Par exemple, là, je vais démarrer la semaine à 4 jours, il y a des choses non négociables. Fermé aux télétravailleurs, c'est toute la prod ou pas la prod, il n'y a pas de réduction d'horaire, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est le totem. S'ils vont là-dessus, c'est terminé, il ne peut plus y avoir de négociation. Et après, ils peuvent me parler mais de ce qu'ils veulent, des contreparties, des alternatives, mais voilà. Et donc, je passe un peu de temps avec mon comité de direction pour définir ce totem. Il ne faudrait pas que le comité de direction, au milieu, me dise oh, « Tiens, tu as oublié ça dans le totem, on le rajoute. » Non, non, quand la négociation est partie, elle est partie. On ne va pas changer le scénario du film, sinon la fin, on ne la connaît plus, quoi. Et puis, ça risque, le film n'a pas l'air mauvais. Et puis, il y a quelque chose que j'utilise, mais alors c'est la technique syndicale, c'est que je cherche à... dans mes premières approches, je cherche de leur côté qu'est-ce qui est inacceptable. Ou je fais des déclarations sur... je bouscule un peu comme peut faire la CGT quand elle démarre dans une négociation. Elle tape un grand coup, puis après... une fois qu'elle a tapé un grand coup, vous la voyez revenir vers le centre du débat. Ça, c'est un vieux réflexe de consultant. Je fais un peu comme ça, quoi. Tu fais de la déclaration préliminaire. C'est ça. Voilà. D'accord. On retient quelques éléments entre dépolluer, former, et ça vaut dans beaucoup d'endroits. Vous avez un grand groupe mondial de luxe français. Désormais, il n'y a aucune négociation qui se lance s'il n'y a pas, et c'est une condition sine qua non, hein, s'il n'y a pas eu formation des RH et des négociateurs syndicalistes en même temps. Mais on peut arriver... Enfin, ce qui est très intelligent. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, parce que quand on est dans une conférence comme ça, on se raconte un peu, on s'affrime un peu, mais je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, mais vous pouvez arriver à des trucs surprenants. Je suis arrivé chez Inotera, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient plus de GPEC. Enfin, je ne sais plus maintenant, c'est GEPP, enfin bref, ça change un peu. Mais enfin, c'est quand même la même chose. Et donc, ils n'avaient pas cet accord-là. J'arrive, on me pose un accord qui était une espèce de synthèse de tous les trucs qu'on peut lire sur Internet. Je dis, mais c'est quoi ça? Et un peu de déformation professionnelle. Et je leur ai posé la question à tous les écrivains et tous les machins. Je leur dis, mais quel est l'acteur de la GEPP? On me dit, bah, la RH. Ah, ça commence à mal jouer. Je dis, mais non, l'acteur de la GEPP, c'est le salarié. Ah ouais, mais tu peux pas dire ça, tu te rends pas compte. Ben, je dis, comment ça, je peux pas dire ça? Si on leur met les ressources, les moyens, le temps, c'est quand même eux qui vont décider s'ils vont l'utiliser ou pas l'utiliser. Enfin, j'ai jamais vu aller former les DRH qui nous écoutent ou qui sont présents dans la salle. Je crois qu'il n'y en a pas un qui prend un fusil pour dire « va te former ». Et donc, j'ai réussi à faire écrire dans l'accord de GEPEC, puis maintenant il a déjà été renouvelé deux fois, que le seul acteur de la GEPEC, c'est le salarié. Et que nous sommes des moyens, etc. Mais ça se fait pas comme ça. C'est par de la formation, de la pédagogie, la responsabilisation, c'est découvrir ses cartes aussi. Quand on parle de moyens, combien vous mettez dans la formation, enfin, etc., etc. Mais après, on arrive à mettre des choses comme ça, dans le totem. Alors, on voit bien la richesse des expériences différentes. Et Isabelle, un point précis sur lequel insister, pas d'accord de méthode pour Xavier, accord de méthode pour vous. Après l'avoir entendu, vous en pensez quoi? Oui, alors après, c'est ce que je vous disais aussi, c'est nous, on a mis en place un accord de méthode parce que aussi, on connaissait pas non plus très bien les partenaires sociaux. Je pense que c'est aussi quelque chose, voilà, la DRH, elle se construit, le DRH est arrivé il y a un an, moi également, donc on apprend et on a ouvert ces négociations là au mois d'avril. Donc ça faisait 4-5 mois qu'on était arrivé, on connaissait pas encore très bien nos partenaires sociaux. Donc le lien de confiance qu'on peut mettre en place, il n'était pas encore là. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle on a mis en place un accord de méthode, parce que ça facilite aussi les choses de se dire qu'au moins c'est cadré dans un accord. À terme, c'est pas, je pense, indispensable. Il faut juste, je pense que accord de méthode ou pas accord de méthode, mais je rejoins Xavier, c'est
établir quelles sont les règles du jeu, en fait. Quelles sont les règles C'est ça, du jeu. peu importe la méthode, mais ce qu'on Exactement. retient, c'est découverte des minages. Et si vous prenez un poste ou allez en prendre un, surtout, ne rejetez pas l'accord de méthode a priori, ou toute méthode permettant de découvrir les partenaires sociaux. Oui, à la différence, c'est que l'accord de méthode, c'est vraiment officiel, c'est Oui, signé, c'est ça. déposé. Le modus operandi, tu le mets dans le PV de la réunion dans lequel ça. tu as discuté de la méthode. Et ça passe les juges. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Et tu n'as pas encore été condamné pour délit d'entrave, on a entendu. Non. À titre indicatif, d'ailleurs, si vous vous intéressez au volet juridique des délits d'entrave, on a vu un article il y a quelques mois qui donnait les délits d'entrave. Alors effectivement, il y a quelques condamnations, je crois que c'est moins de 1%. Ah oui, Et les condamnations, honnêtement, délit d'entrave, je peux le comprendre. Il y a quelqu'un qui ne réunit pas le CSE pendant 30 mois. Bon, là, oui, effectivement, je pense que le délit d'entrave est caractérisé. Pour le reste, bon, ouais, ça n'a pas grande importance. Ben, on voit très bien, donc, délit d'entrave à Libye, on est en phase avec le public. On passe au deuxième volet, finalement, de cet échange. Alors, Isabelle, comment faire comment établir cette collaboration, cette coopération pour, comme cela est écrit, prévenir les risques, etc. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager? Je crois que oui. Alors, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le dialogue social, en fait, le premier maillon du dialogue social, c'est le terrain. Chez nous, le premier interlocuteur RH, c'est le directeur de l'établissement. Et c'est de là que on va faire émaner aussi les sujets qu'il faut qu'on adresse. Et donc, pour pouvoir continuer à avoir la confiance, parce que la confiance c'est quand même important dans le dialogue social et dans fondamental à notre avis. Et oui, et je crois sincèrement, et pour pouvoir continuer à garder avoir cette confiance de nos partenaires sociaux, il faut aussi que sur le terrain, quand on décline nos accords, c'est ce que vous disiez, un accord, il est très beau s'il est signé, mais s'il n'est pas décliné en local, il ne sert strictement à rien. Il a beau avoir de très belles mesures à l'intérieur, si on ne le décline pas, il ne sert à rien. Et nous, on prend des engagements quand on met en place un accord et on est garant de ça. Donc il faut aussi que en local, il soit appliqué. Donc donner du sens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et engager les partenaires sociaux aussi sur le local pour nous remonter aussi les problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Et c'est comme ça, je pense qu'on suit aussi la bonne application des accords sur le terrain. Il y a aussi un point important qu'on avait évoqué, c'est la bonne compréhension économique. Je reprends les mots utilisés cette semaine en préparation. La bonne compréhension économique des enjeux, surtout dans un secteur où on sait très bien qu'il y a pénurie d'emplois, de candidats, alors qu'il y a besoin, qu'il est jugé plus ou moins attractif pour les salaires. Bon. Et vous avez donc forcément un enjeu énorme de compréhension de l'économie. Comment ça se passe? Parce que si on n'a pas compris, si on n'a pas partagé le sens de l'économie, forcément on va diverger tout de suite sur tout. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage aussi avec Xavier, c'est de se dire qu'il faut être transparent, il faut se dire les choses. On a des CSE à l'occasion desquels, évidemment, on a des thématiques obligatoires à aborder, mais pas que. Il faut être transparent avec eux pour qu'au moment où on va parler d'un sujet, il n'y ait pas de surprise. Et que si le chiffre d'affaires se dégrade, on parle de la dégradation du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc vraiment communiquer, partager, donner du sens, expliquer l'état dans lequel se trouve l'entreprise, que ce soit économique, que ce soit les problématiques, parce que nous on a un secteur très pénurique, donc parler des problématiques de recrutement, d'attractivité, partager la stratégie de l'entreprise pour la confronter aussi à l'approche terrain. Pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et je vais vous prendre un exemple, mais en début d'année, on a versé de la PPV, elle a été divisée par 2, ça n'a surpris personne. Évidemment, c'était déceptif, mais ça n'a surpris personne parce qu'en amont, on leur a expliqué le contexte économique et la situation dans laquelle on se trouvait, et les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on divise par 2 la PPV. Le taux de remplissage, notamment, je crois. Oui, voilà, exactement, le taux d'occupation. C'est l'indicateur autour duquel vous avez choisi de communiquer, parce que c'est ce qui donne le reflet de l'activité. Oui, c'est ça. C'est pas tant le chiffre d'affaires, c'est plus le taux d'occupation, donc le nombre de lits qui sont occupés dans les EHPAD. Exactement. Et ça, donc, ça parle à tout le monde, parce qu'en plus, c'est leur quotidien. Exactement. Donc, moi, je retiens aussi cette notion
de tableau de bord réduit à un indicateur. Lorsque Nexens a beaucoup changé, c'est une entreprise que tu connais bien, Xavier, lorsque Nexens a beaucoup changé et est devenu un grand acteur mondial, il y a eu des efforts considérables de clarification, parce qu'ils avaient des tableaux d'indicateurs avec plusieurs dizaines d'indicateurs. Comment voulez-vous communiquer, expliquer quoi que ce soit? C'est impossible. Donc ils ont fini par converger sur 3 indicateurs à un moment donné. Donc en l'occurrence un ici, mais ça fonctionne très bien. Il y a aussi un un autre point très important qui est la compréhension et ce que je pourrais appeler l'adhésion au projet commun, c'est-à-dire prendre soin du résident. C'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça, l'objectif de tout le monde. Enfin, voilà, on est une entreprise qui accompagne le grand âge. Donc, au sein de nos résidences, on a des résidents. On ne vend pas des chaussettes ou des boîtes de petits pois. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un projet commun. Et le projet commun de l'ensemble des collaborateurs, quel qu'il soit au sein de l'entreprise, c'est prendre soin du résident. Donc, quand on part de cette ambition-là, qui est commune à tout le monde, à tous les collaborateurs, que vous parliez de la personne qui va porter les plateaux dans la chambre du résident, à celle qui va lui faire sa toilette, à celle qui va réparer son ampoule ou réparer sa télé, on a tous le même objectif, prendre soin du résident et l'accompagner. Et on part de ce principe-là et de l'ambition de Colisée, et c'est au travers de ça que se prennent les décisions. Donc on revient toujours à cette ambition commune. Merci. Alors Xavier, tu parlais tout à l'heure des compliments de la directe, on vient de parler aussi de la compréhension de l'économie. Ce sont 2 éléments qui sont fondamentaux chez toi. Oui. D'abord, je dirais qu'il est très important, et de le rappeler un peu comme un refrain dans une chanson, clarifier les rôles. Et j'adore la co-construction, vous l'aurez peut-être senti, mais c'est pas la cogestion. C'est-à-dire que le pouvoir de décision, c'est toujours la direction qui l'a. Et l'une des graves erreurs, c'est de penser qu'on passe de la co-construction à la cogestion, ou que de toute façon, c'est les partenaires sociaux qui vont décider. Jamais. Enfin, chez Inotera, c'est jamais. On prend nos responsabilités. Je n'ai pas à leur faire décider ou pas s'il faut faire une rupture conventionnelle collective. On n'a pas à les laisser décider, ou en tout cas qu'ils partagent la décision d'un PSE. Et dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens qui s'évertuaient à essayer de faire passer leur PSE, et qu'un syndicat dise « ouais, vous avez raison, il faut faire un PSE ». Donc ça n'existe pas. Il faut garder, clarifier les rôles, chacun sa place. Et c'est pas parce qu'on se met ensemble, on construit, on s'écoute, on se fait des propositions, etc., que, à un moment donné, c'est oui, non. Le oui ou le non, c'est toujours le même qui le prend. C'est la direction, la DG, le DRH en fonction de ça. Chacun ses responsabilités. À chacun ses responsabilités. Et elles sont pleines et entières de chaque côté. Et pas de mélange de genres. Pas de mélange de genres, c'est ça. Pas de copinage. Vous ne me verrez, par exemple, jamais déjeuner avec les partenaires sociaux. Jamais. Quand je veux les voir, je traverse Paris, je vais à l'autre bout de Paris, et puis je dîne ou je déjeune avec eux, mais on ne me voit jamais avec les partenaires sociaux, à la cafette, ou etc., etc. Je pense qu'il faut respecter cette espèce de... Et d'ailleurs, les jeunes RH qui arrivent de la nouvelle génération, c'est un peu, on est potes, quoi. Non, on n'est pas potes. On ne peut pas être potes. On ne peut pas mélanger les gens. On n'est pas ennemis et on n'est pas potes. Et on n'est pas potes. On est professionnels. Et s'il faut discuter de choses et d'autres, etc., on fait quelques kilomètres, on traverse Paris, et puis une fois qu'on est loin des yeux et loin du cœur, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est super important. Sinon, on ne peut pas co-construire avec une liberté de parole, d'esprit, etc., etc. Donc ça veut dire, sur ce point-là, Xavier, j'insiste, par rapport à beaucoup de pratiques qu'on peut connaître, ou qu'on a pu connaître, toi et moi, pas de nomenclaturisation des syndicalistes, pas, je mets des guillemets bien sûr, d'achat de la paix sociale. On reste professionnel, ce qui nous donne une responsabilité pleine et entière de part et d'autre. Exactement. L'achat de la paix sociale, j'espère qu'elle tend. Je suis plus consultant, donc je traverse plus les entreprises, mais j'espère qu'on a passé cette époque d'achat de paix sociale, parce qu'on pouvait retenir une chose, c'est quand on met le petit doigt, il y a tout le bras et tout le reste qui passe. On fait plus jamais demi-tour. Même si on dit allez, c'est juste un coup pour voir. Non, une fois qu'on a mis le petit doigt, il y a tout qui y passe et c'est terminé. La deuxième chose, Isabelle l'a dit tout à l'heure, elle a parlé de confiance. Évidemment, moi je pense qu'il y a aussi la solidarité. Pourquoi je dis ça? Parce que tu l'as dit en entrée de jeu, j'ai
la chance intellectuelle et la malchance opérationnelle d'avoir l'une des plus riches conventions collectives et l'une des plus pauvres. Alors intellectuellement, c'est très riche parce qu'à chaque fois, il faut essayer d'imaginer, mais opérationnellement, quand l'un 100 et l'autre 0 et qui se croisent dans les couloirs, c'est jamais à l'aise. Eh bien, on fait appel à la solidarité. Alors c'est vrai que notre société est familiale, on a un socle des valeurs extrêmement fort, et alors je sais que parfois c'est un peu la tarte à la crème, mais si vous venez chez Inotera, que je vous dis ça, vous allez dire, tiens, j'ai vu que Xavier, il m'a dit qu'il y avait des valeurs, elles ne sont pas affichées. Oui, parce que les valeurs, ce n'est pas sur les murs, mais dans les murs qu'il faut les mettre, et j'ai remarqué à travers ma vie que plus ils sont sur les murs, et moins elles s'appliquent. Donc quand vous voyez des gros trucs sur les murs, vous dites, d'accord, pipeau, au revoir et merci. Si vous ne les voyez pas, mais que vous sentez dans les comportements, les discussions, etc., qu'il y a quelque chose qui se passe, vous dites, ah, cette boîte a des valeurs. Et nous, parmi nos valeurs, on a la solidarité. Elle est obligatoire quand on a cet écart de convention collective. Alors ça se traduit comment, ça, juste pour... Quand vous êtes dans la pharmacie et que vous avez 20 ans d'ancienneté, vous avez 18% de votre salaire en prime d'ancienneté. Quand vous êtes dans le textile, vous avez 0. Pratique. Ils rentrent tous les deux en même temps, tous les deux techniciens de maintenance, sauf qu'il y en a un qui est tombé du bon côté du truc et l'autre pas. Et quand ils se rencontrent... Alors que c'est le même job. Hein. Ah, même job. Maintenant sur un métier à tisser ou maintenant sur une machine pour mettre des ampoules, pour mettre du liquide dans une ampoule, c'est à peu près le même job. C'est pas possible. Eh bien, la solidarité financière joue et on utilise la richesse du médicament pour essayer d'améliorer le quotidien du textile. Et par exemple, chez Inotera, eh ben on est une entreprise côté textile, hein, puisqu'on fait de la compression veineuse élastique et puis enfin, tout ce qui est textile médical. Eh bien, nos ouvriers du textile, mais nos collaborateurs du textile médical ont 8% de prime d'ancienneté. Alors vous allez me dire, les autres ont 18, ouais, mais normalement ils devraient avoir 0. Donc on a réussi à jouer la solidarité et à pousser jusqu'à 8%. C'est pas assez, on peut pas s'en contenter, mais je dirais que c'est déjà ça. Et on le fait sur plein de choses. Donc la solidarité, elle s'applique partout. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais quand vous avez une filiale de 200 personnes à Moscou et une de 50 à Kiev, vous voyez ce que je veux dire en termes de solidarité, faut avoir été habitué à faire de l'autre solidarité pour que tout d'un coup on fasse une solidarité autour de cette problématique. Donc c'est super important, je crois, cet aspect-là. Et moi, dans mon discours, je peux donner un exemple. Là, on a décidé, j'ai l'impression de les avoir trucidés, enfin, que le comité stratégique les a trucidés, on a décidé, en un siècle d'histoire, d'imposer la fermeture du siège pendant les Jeux Olympiques. On est place de la Vache Noire, porte d'Orléans, pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas comment on va y arriver, peut-être en téléphérique ou en parachute, mais m'étonnerait qu'il y a un jour, il y en ait un qui va bien arriver jusqu'au bout à la bonne heure, quoi. Et donc on s'est dit, c'est en pleine vacances, on va fermer. Nos usines, depuis la nuit des temps, ferment, elles, 15 jours pendant les Jeux Olympiques. C'est un hasard. Donc on a dit, allez hop, pour cette année, voilà. Alors, bien évidemment, bien-être au travail, QVTC, tout le bazar, c'est scandaleux, ils nous imposent une fermeture, etc., etc. L'autre jour en CE, ils m'ont un petit peu excité. Je leur ai dit, mais que pensez-vous qu'un ouvrier du textile ou un ouvrier du médicament, si vous écoutez, penserait de vous? Puisque eux, depuis 100 ans, ils ferment 2 semaines obligatoires en août. Et vous, pour une fois dans le siècle, on vous demande cet effort de dire on ferme. Ben, je pense que cette habitude de la solidarité a fait qu'ils se sont dit, bon, allez, on n'insiste pas, ok, on ferme. Donc voilà, ça peut aller sur des détails comme sur des choses très importantes. J'ai parlé de la convention collective. Isabelle insistait beaucoup sur le volet partage de l'économie pour expliquer, par exemple, la diminution par 2 de la prime de partage. Chez toi aussi, c'est hyper important. Ah oui. Alors, sur l'économie, enfin, je rejoins, on peut parler plein de choses, mais il est impératif qu'ils comprennent les chiffres. Et ils ne vous diront jamais qu'ils ne les comprennent pas, parce que ça peut paraître un peu benet de ne pas comprendre ce que c'est qu'un COX ou ce que c'est que
un résultat net, etc. Ou quand vous travaillez à l'international, le coût du change en francs constants, enfin en euros constants ou en roubles, machin, etc. Donc c'est important de passer du temps. Là, je reviens à la formation, elle est formée. Et puis, ça peut choquer ou ça peut... Enfin, je viens d'une génération où ça se faisait pas beaucoup, mais en tout cas, la transparence sur les chiffres. Et quand vous jouez le rôle de transparence et de formation et que tout le monde se comprend, ben vous avez la joie de ce qui m'est arrivé l'année dernière, c'est qu'AFI a perdu un client. Ils m'ont dit, eh ben, de toute façon c'est clair, c'est qu'AFI va jamais nous apprendre plus que ce que vous nous dites, donc pas d'audit CECAFI pour l'année 2023. Alors ça m'embêtait un peu parce que vous voyez là, ça ressemble un peu à un arrangement entre amis, un peu de copinage, tout ça. Je dis, ça va pas. Je leur ai dit, ok, bah, écoutez, d'abord, je vous remercie pour la DAF, parce que c'est quand même elle qui fait de la pédagogie, c'est pas moi. Hein. Mais écoutez, je voudrais que vous trouviez un autre sujet intéressant pour l'entreprise, et puis je vous offre un audit, et puis ce que vous ne dépenserez pas pour la finance, on va le dépenser pour autre chose. Et puis, ils m'ont proposé l'absentéisme. Et donc, il y a eu un rapport de fait sur l'absentéisme dans le groupe qui est important suite au Covid, à la Covid. Voilà. Et le rapport a fait que c'est un axe stratégique de l'entreprise pour les années 24-25, puisque voilà, il faut y travailler. Ça a été choisi par les partenaires sociaux. C'était notre réponse au fait qu'ils ne voulaient pas. Ils trouvaient que ce n'était pas nécessaire de faire un rapport économique puisque c'était assez clair. Et donc, on a utilisé l'argent pour faire autre chose voilà. Je retiens cette idée. Sortir des sentiers battus, il faut automatiquement une telle expertise sur tel sujet. L'idée, c'est pas d'économiser le budget, c'est de mieux l'utiliser pour un sujet qui intéresse tout le monde, l'entreprise, ses salariés, etc. Justement, Isabelle, en préparant cet atelier, on avait pas mal échangé sur, compte tenu des résultats financiers, de l'économie, des limitations par nature du métier, vous avez développé beaucoup de trajectoires, transmétiers, vous avez beaucoup travaillé la reconnaissance par la VE, oui. Il y a eu beaucoup d'autres éléments, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Bon, si on se cantonne sur l'argent, ça ne sera jamais assez suffisant. Donc, et puis ça s'oublie en 3 mois. Et ça s'oublie, voilà. Oui, en 3 mois, c'est oublié. Et en plus, ça ne change rien dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a eu des choses quand même intéressantes chez vous. Oui, lors de nos dernières NAO, oui, on n'a pas pu augmenter tout le monde de 15%, évidemment. Donc, étonnamment. Non. Et du coup, on a trouvé d'autres alternatives parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir accompagner aussi les collaborateurs. En plus, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, on a eu tout un volet sur le développement des compétences, sur l'accompagnement des collaborateurs. Comment est-ce que on crée une trajectoire de carrière aux collaborateurs qui rentrent en tant que ASH, donc celui qui est plutôt sur la partie hébergement, pour essayer de le faire monter en compétences plus sur du soin. Donc on a valorisé les VAE, on y a associé des primes pour que ce soit incitatif aussi et que ça ait du sens. On a mis en place des tuteurs pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en VAE, pour pouvoir les former pour aller vers le soin. L'idée étant de recruter des gens qui aiment les gens pour pouvoir ensuite les accompagner vers plus de soins, parce que c'est pas forcément évident quand on arrive sur l'hébergement d'aller sur la toilette du résident par exemple, ou sur plus de soins. Donc comment est-ce qu'on l'accompagne? Donc ça passe par la VAE, ça passe par le tutorat, ça passe par du mentoring, enfin voilà. Et on a inclus ça dans nos NAO, on y a évidemment associé dans les NAO. Oui, on a mis ça dans nos NAO. Justement la valorisation du parcours professionnel des collaborateurs, comment est-ce qu'on veut construire cette trajectoire de carrière. Donc ça a été un de nos leviers pour compenser le fait que l'enveloppe d'augmentation n'était peut-être pas aussi importante que celle qu'elle a pu être par le passé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a pris des engagements sur d'autres choses. Par exemple, dans ces NAO, on s'est engagé à mettre en place la subrogation. Il n'y avait pas de subrogation pour le collaborateur non cadre. Donc,
on s'est engagé à mettre en place la subrogation pour les collaborateurs non cadres. Ça, c'est un engagement fort. Enfin, c'est pas une compensation financière, mais au moins, c'est aussi un gain de pouvoir d'achat. Vous êtes collaborateur, vous êtes au SMIC, vous êtes dans une situation où vous êtes malade, en difficulté, où vous avez des rendez-vous médicaux, du stress parce que vous êtes malade, et en plus, il faut que vous alliez faire vos papiers pour pouvoir aller récupérer votre argent. Vous n'allez pas avoir tout de suite parce que la Sécu n'a pas reçu le bon document au bon moment, et puis il faut que vous montiez votre dossier de prévoyance. En bref, c'est un bazar sans nom pour le collaborateur qui lui-même est en difficulté. Nous, on a dit, écoutez, on prend en charge, on met en place la subrogation, vous avez le maintien de votre salaire, et comme ça, au moins, ça tranquillise, ça garantit, ça maintient votre pouvoir d'achat pendant que vous êtes dans une situation compliquée. Voilà, c'est des alternatives qu'on a essayé de mettre en place. Parfait. On voit bien que le dialogue social subi amène à rester dans on fait la NAO salaire comme ça, on fait les CSE, on fait du bâtonnage. Le dialogue social volontaire, le dialogue social qui est conçu de manière complète, peut amener à beaucoup d'autres éléments. À la fois, on voit ces éléments à la NAO complètement étendus, on voit ce que tu viens de dire également, Xavier. On peut faire plein d'apports pour enrichir le dialogue social, et ça aide tout le monde. Précisément, si on revient au losange de l'équilibre social, dont je sais qu'il n'est jamais en équilibre, donc le losange du déséquilibre social permanent, mais qu'on tend à rééquilibrer, pour faire précis, ce losange, on a un acteur, c'est le personnel. Là, on vient de travailler sur les relations entre direction et syndicats. Comment peut-on faire, Isabelle, pour travailler plus la coopération avec l'ensemble des collaborateurs, sans pour autant court-circuiter les syndicats, mais quand même en enrichissant le dialogue social, parce qu'il n'y a pas que. Alors, on a plusieurs méthodes. On a un baromètre social, par exemple, au sein de l'entreprise, dont on se sert, qui nous permet de faire émerger aussi des sujets. Donc, pour vous donner un exemple, dans notre dernier baromètre social, milieu d'année dernière, est remonté le sujet des astreintes, par exemple. Problématique très important. Voilà. Dans votre métier, je pense, c'est exactement, c'est important. Problématique des astreintes, de la charge de travail associée à l'astreinte. Donc, ce sujet est remonté. Donc, on a mis en place des groupes de travail avec les personnes qui gèrent l'astreinte, donc principalement les directeurs d'établissement ou les comités de direction au niveau de l'établissement. On a mis en place des groupes de travail, on a remonté les irritants, et puis ensuite on a travaillé ensemble sur comment est-ce qu'on imagine l'astreinte de demain. C'est-à-dire déjà on est reparti de la base. Qu'est-ce que l'astreinte juridiquement? Qu'est-ce qu'on met dans l'astreinte? Pour déjà que tout le monde soit au clair sur ce que c'est, parce que c'était pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis comment est-ce qu'on l'organise, etc. Et donc ça, on l'a co-construit. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est pour d'autres sujets, ça peut être le cas. Ça peut être sur les tenues de travail. On essaye de mettre en place des groupes de travail dans lesquels on associe les professionnels du métier, parfois les élus, pour l'exemple des tenues de travail, par exemple, on associe les membres de la CSSCT, par exemple, en plus des professionnels du métier. Mais on essaye, en tout cas, autant que faire se peut, de reprendre les remontées du terrain pour les identifier et pour ensuite travailler ensemble sur l'irritant et ensuite sur comment est-ce qu'on l'adresse et comment est-ce qu'on résout les problématiques. En tout cas, comment faire pour que les élus et syndicalistes ne se sentent pas désavoués, court-circuités par ce type de pratique? Alors là, c'est pareil, ça va vraiment dépendre du sujet. Vous voyez, typiquement, pour reprendre le sujet des astreintes, on l'a co-construit avec les personnes qui réalisaient les astreintes, et une fois qu'on a co-construit ça avec eux, on va engager le sujet avec nos partenaires sociaux, on leur a partagé, on leur a restitué ce qu'il en était ressorti, ensuite on va partager avec eux. On se ferme pas la porte même à négocier sur le sujet avec eux parce que eux aussi étaient demandeurs, c'est-à-dire que c'est pas sorti de nulle part, c'est sorti du baromètre social, principalement par les personnes qui réalisent l'astreinte, mais les partenaires sociaux, même si c'est pas forcément eux qui réalisent l'astreinte, ils avaient connaissance du sujet. Donc on a commencé à l'adresser avec les opérationnels, et puis ensuite on va en discuter avec les partenaires sociaux, et puis on va essayer de trouver une solution équilibrée. Mais ça dépend véritablement du sujet, parce que le sujet des tenues professionnelles, là on les associe directement, parce qu'ils ont aussi un rôle dans ces sujets-là. Alors précisément, Xavier, on voit bien la difficulté aussi
pour un salarié de savoir ce que fait réellement un syndicaliste, à quoi ça sert, ce que ça lui rapporte, et puis il y a ses propres attentes. Comment tu fais chez Inotera pour concilier tout ça? Alors, chez Inotera, je cherche le bon terme, mais il y a vraiment mes partenaires sociaux que j'aime beaucoup, ils sont handicapés de la com. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer en toute simplicité, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sors d'une mandature sur tous les CSE, il y a une élection, enfin j'ai fait en sorte de prolonger des mandats pour que dans la même semaine, toutes les élections se fassent dans tous les sites. Et je m'attendais, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils font de belles choses, ils ont quand même, dans la dernière mandature, ils ont signé 19 accords qui vivent, qui sont suivis, etc. Ils peuvent en être fiers, on est au deuxième accord de télétravail qui s'est nourri du premier, qu'on a amélioré. Enfin, on a signé la reconnaissance du parcours professionnel des partenaires sociaux pour dire à ceux qui ne veulent pas y aller, ben venez, vous vous enrichissez, on reconnaît vos compétences dans l'entreprise, etc., etc. Plein de belles choses. Tu parlais tout à l'heure du mentorat, le don de RTT, l'accompagnement des aidants, enfin, etc. On fait plein de belles choses. Et puis, morne pleine, désertique. Pas une communication, même pas qu'elle soit électorale, mais juste dire, on finit une mandature, voilà. Donc, j'ai été tellement surpris que c'était trop tard pour les aider, mais je vais m'employer à faire en sorte que dans la mandature-là, ils puissent, je vais peut-être mettre à disposition quelque temps ma responsable de la com interne pour les aider à se mettre en valeur, parce que je trouve que c'est injuste, au vu du travail qu'ils font, qu'ils se fassent attaquer bêtement, enfin, par ignorance, etc. Parce qu'on sait très bien que nos accords sont jamais lus par personne, donc voilà. Ils acceptent ça peut être pris pour un mélange des genres aussi. Non, ils l'acceptent parce qu'ils savent très bien que je vais toucher à rien. Ils vont choisir les couleurs, la forme, le machin. Ça, c'est leur truc à eux. Mais de leur dire, j'ai peur que cette ignorance, c'est par un manque de savoir-faire et non pas par une pudeur excessive. Donc, c'est à moi de leur apporter le moyen. J'ai à côté de moi, j'ai la chance d'avoir dans la DRH, j'ai la com interne. Donc, il y a des gens qui savent faire dans le fond et dans la forme. Mais la question, elle est, il faut toujours, comment on fait à avoir l'air, enfin comment on sent l'air des salariés, comment on respire le climat. Alors moi c'est peut-être un tort, mais j'aime pas les baromètres, les référendums, etc. Parce que si vous reprenez le losange, quand vous faites un référendum, vous aplatissez le losange. C'est-à-dire c'est la direction qui se rapproche des salariés. Et moi, je vous mets en garde de tous les... Enfin, je ne vais pas nommer de nom, mais vous savez, tous les baromètres où vous mettez 5 minutes à répondre, les surveys, machin, etc. Je vous mets en garde parce que le collaborateur, il répond en 5 minutes. Vous, des fois, il vous faut 6 mois après pour répondre. Et la seule chose que vous récupérez, c'est « ça ne sert à rien ». Ils nous ont demandé ça, on a répondu, et on n'a toujours pas de réponse. Bah oui, parce que la réponse, pour la traiter, il faut 6 mois. Et puis, quand vous faites un référendum, vous rapprochez la direction des salariés. Et bien, automatiquement, dans ma toile d'araignée, le manager et les partenaires sociaux sont écartés de ça. Et c'est-à-dire, dire, attendez, vous avez voulu leur demander leur avis, démerdez-vous. Nous, on n'aurait pas procédé comme ça. Et parfois, ils auraient procédé comme ça, mais ils sentent bien qu'on les a écartés du débat. Ben, le losange, il s'aplatit, ils partent. Vous savez, c'est comme le hamburger chez McDonald's. Hein. Vous appuyez, la sauce, elle dégage. Hein. Si vous rapprochez les 2 tranches de pain, la salade et la sauce... ça fait pareil. Donc, c'est pour ça. Alors, par rapport à ça, néanmoins, il faut arriver à sentir quand même, hein, parce que, donc moi, je m'oblige et j'oblige la communauté RH ça fait partie de leur fiche de mission de se balader, d'aller prendre des cafés dans les ateliers. C'est comme ça qu'on respire l'air. J'avais un jour une cliente très vieille directrice des relations sociales qui était dans une grande tour de la Défense, dans une très grande société. Elle était très austère, mais en fin de compte, elle était rigolote. Et puis un jour, on parle du climat social, de la relation sociale. Je lui dis, vous sentez comment le terrain? Elle me dit, venez voir. Et elle se penche par la fenêtre, 40e étage, j'ai un vertige de dingue. Qu'est-ce qu'elle me montre là? Elle me dit, vous voyez la petite cabane là? Alors elle fumait comme un pompier. Elle me dit, vous voyez la petite cabane là? Je dis, ouais. Ben, elle me dit, je descends fumer ma clope là, et c'est là où je sens, tous les fumeurs sont là, et c'est là où j'arrive à percevoir. Donc je pense qu'il faut descendre sur le terrain. Et la deuxième chose, j'ai mis en place un outil. Alors, ça a été, on en parle beaucoup, c'est compliqué à mettre en route, mais ça y est, je vais ouvrir le 4e le 6 mars. J'ai mis en place un lab social dans l'entreprise, qui est clairement une agora.
Et c'est ouvert à tous. Tous les gens qui ont quelque chose à dire, de construit, de réfléchi, etc., sur le sujet, savent que le 6 mars, j'ouvre un lab social et ils peuvent venir parler d'une expérience réussie ou ratée, etc. Donc il y a les partenaires sociaux, il y a la communauté RH, il y a les managers, il y a les collaborateurs. Parfois, je fais intervenir des gens de l'extérieur, des consultants, des avocats, des journalistes, des philosophes, etc., etc., pour nourrir le débat et que ça puisse faire des préconisations au comité stratégique, sachant que la règle, les préconisations ne sont pas automatiquement acceptées. C'est toujours la séparation des pouvoirs. C'est le comité stratégique qui dira « Ok, ça, ça et ça et ça, on garde et on le met en place ». J'ai fait ça pour le télétravail. J'ai beaucoup, grâce à Jean-François, pu rencontrer des RH. C'est très enrichissant, notamment un qui m'a bien fait rire, parce que à titre personnel, comme tous les DRH, j'ai des convictions. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que le badgeage. C'est une horreur pour moi, le badgeage. En 2024, faire du badgeage, c'est de l'esclavage. Bon, après, il y a la loi, les 11 heures, les machins, les trucs, les bidules. Et comme je refaisais tout comme on refaisait tout le truc, comment ça s'appelle, la GTA, je me suis dit, chouette, on va en profiter pour dire plus de badgeage. Donc j'ai fait un lab social sur badge or not badge. J'ai eu tort, tout le monde a voulu, y compris ma communauté RH, je voulais continuer à badger, etc., etc. J'étais un peu fâché, bon, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Mais vous voyez, j'ai fait appel, dans la même journée, il y a eu des techniciens du machin, les badgeuses, il y a eu un journaliste, il y a eu un avocat, qui a nourri le débat. Et puis ensuite, on a travaillé sur des préconisations. Et les préconisations, ce que j'ai gagné, c'est que les gens qui possèdent un ordinateur n'ont plus à badger, ils badgent en virtuel. C'était un grand pas. Et la deuxième chose que j'ai pu faire passer, c'est que dans la discussion, j'y ai pas été au chausse-pied, c'est que c'est une étape au non-badgeage quand la loi changera, et la loi va changer puisqu'on ne peut plus badger avec le télétravail, c'est plus possible d'avoir le même aménagement du temps de travail. Donc ça fait aussi évoluer les esprits, ça permet d'avoir vraiment ce que le terrain ressent. Là, le 6 mars, j'ouvre sur la semaine des 4 jours parce qu'à la NAO de l'année dernière, ils m'ont demandé d'avoir une réflexion en lab social, c'est eux qui me l'ont demandé, sur la semaine de 4 jours, est-ce qu'on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Et les syndicalistes, pareil que chez Isabelle, ne se sentent pas dessaisis? Ah non, parce qu'ils sont autour de la table. Oui, puis moi, au lab social, ils bossent. Ils prennent un thème, ils bossent, ils viennent le présenter, ils font du benchmark, ils nous ramènent des accords, on discute de ça, etc. Sinon, ils n'ont pas leur place dans le lab social. Ça c'est sûr que pour rentrer dans le lab social, enfin, on raconte pas son été avec sa belle-mère. On travaille sur le badge ou les 4 jours. Qu'est-ce que tu peux amener? Eh ben, c'est pas quoi. C'est un benchmark des accords. Un benchmark des 100 accords qu'ils ont lus, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y en a d'autres qui font des enquêtes auprès de leurs collègues d'autres entreprises, on s'est planté pourquoi, et puis ils viennent raconter ça. Donc non, pour rentrer au lab social, il faut bosser. Il n'y a que moi qui bosse pas, parce que je donne déjà l'ordre du jour. Mais voilà, non mais ça bosse, il faut bosser, sinon ça amène rien. Alors précisément, Isabelle, moi j'ai souvenir également d'une bonne pratique que je trouve intéressante, c'est la visio régulière avec les directeurs d'établissement, oui. Donc 150, c'est ça oui, 180 pour les tenir au courant. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur l'autre échelon, c'est-à-dire les managers. On a vu, il y a des groupes de travail, très bien, les astreintes, il y a les syndicats, il y a la direction. Il y a aussi les 180 patrons d'établissement qui sont alimentés en visio. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est un point vraiment, c'est vraiment un axe qu'on est en train de travailler parce que justement, il faut qu'on les informe. Il faut qu'on les informe de l'état d'avancement des négociations, qu'on les informe de comment est-ce qu'ils vont être sollicités. Vous le disiez tout à l'heure, mais c'est le manager de proximité, c'est lui le premier maillon du dialogue social. Enfin, c'est lui, le climat social, c'est lui. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on arrive à mener de bonnes négos. C'est pas parce que ça s'est bien passé tous autour de la table. C'est parce qu'au sein de son établissement, il réussit à maintenir un bon climat social, un climat de confiance, que ensuite, nous, quand on va dialoguer avec les partenaires sociaux, c'est fluide, c'est plus facile et qu'on arrive à avoir un bon échange. Donc, on peut pas le déposséder complètement de ce rôle-là, parce que c'est grâce à lui quand même qu'on met en place, qu'on négocie. Donc, on lui doit aussi le fait de l'informer, de le tenir informé, et puis qu'il sache où on va, et on fait pas ça en chambre
chambre, on mène pas les sujets en chambre, et en plus, c'est lui qui va devoir aussi cascader les informations auprès des équipes. Donc, que ce soit en amont ou en aval, il doit être présent. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est que régulièrement, on fait des visios avec les directeurs d'établissement. Là, j'en ai eu une pas plus tard que hier sur l'état d'avancement de l'harmonisation de nos statuts. On a signé l'UES, on a signé le dialogue social, donc on l'implique, on lui donne de la matière, on le forme, on va le former ensuite, et régulièrement, on le tient informé comme ça. Si tu me permets, Jean-François, je pense aussi que le lien, il se fait aussi dans le temps, et qu'il faut entretenir ce lien temporel. Et je suis curieux de nature, et avant de me lancer dans des projets ou des réflexions, j'aime bien aller lire ce que font les confrères, faire du benchmark, etc. Et je trouve que les accords d'entreprise sont trop souvent très techniques, et que si on les reprend 3 ans ou 4 ans après, ou si vous êtes extérieur de l'entreprise et que vous les lisez, vous dites mais tiens, mais pourquoi ils ont fait ça, ou, intéressant, mais on n'arrive pas à relier avec notre réalité. Et moi, j'ai remarqué, je suis un littéraire, et je soigne, mais vraiment, hein, je soigne mes préambules. Je passe comme une dissertation. Je passe énormément de temps à rédiger mes préambules d'accords. Et si vous reprenez les préambules d'il y a 4 ans, on n'a pas oublié pourquoi on avait négocié ça, parce que le préambule indique l'état d'esprit dans lequel les partenaires sociaux étaient, et où en était l'entreprise au moment où on a décidé telle ou telle mesure. Et c'est important parce qu'il y a des gens qui peuvent vous juger sur les accords, hein, la directe notamment, et elle s'étonne que, par exemple, elle s'étonne que je travaille mes préambules. Alors maintenant, elle me le dit plus parce qu'elle a l'habitude, mais quand on a fait la RCC, évidemment, dans la tête de tout le monde, une RCC, c'est qu'il a planqué un PSE. Non, j'ai fait une vraie RCC dans l'esprit du législateur. La directe avait tellement l'habitude de voir des PSE planqués, d'ailleurs c'est ce qu'elle cherchait, c'est où est-ce qu'il a planqué son PSE dans le baratin qu'il nous a mis là, que j'ai vraiment soigné mon préambule. Je me suis fait un peu siffler par nos avocats, par mes jeunes collègues autour de moi qui m'aimaient le temps qui passe. Alors il est prêt votre truc? Non, le chef il est encore en train de gratter son truc de Balzac, etc. etc. Oui, mais je tiens bon, et ça m'a fait quand même une petite frayeur, parce que donc j'envoie ma RCC, et tout le monde m'avait prédit qu'on allait chercher le PSE derrière la RCC. Moi, j'étais convaincu que grâce au préambule, personne n'irait, enfin, en tout cas, la directe n'irait pas chercher le PSE. J'envoie le truc, 48 heures après, la directe qui me cherche. Je me dis, ça ne sent pas bon. En 48 heures, elle a lu dire 5 pages sur les 40. Déjà, si ça commence comme ça, c'est pas bon. Donc, je la prends un peu fébrile, téléphone, bonjour madame, bonjour monsieur Tedeschi. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Du style, qu'est-ce qui va me tomber sur le nez? Et en fait, je vous assure que c'est vrai, c'est qu'elle voulait me féliciter sur le préambule. C'était la première fois qu'elle lisait un accord, et qu'elle comprenait l'accord, et qu'elle avait compris que j'étais pas en train de faire un PSE. Elle n'était pas rentrée dans la technique. Puis après, elle m'a rappelé une semaine après, elle dit oui, bon là, parce qu'elle fait son job habituel, quoi. Mais elle avait envie de souligner le fait qu'elle comprenait parfaitement le contexte de l'entreprise, pourquoi on avait fait une RCC, et que c'était vraiment l'esprit du législateur. Alors oui, je me fais un peu siffler, on se moque de moi parce que je mets du temps à coucher de mes préambules, parce que je les écris vraiment comme une nouvelle de Balzac, hein. Je fais un plan, je réfléchis, je vais faire du vélo, je reviens, alors je mets un peu plus de temps que d'écrire la technique, mais je vous assure que c'est payant. C'est vraiment payant. Et c'est vrai que le salarié qui lit ça 2 ans après, il comprend pourquoi on a pris telle mesure, ou pourquoi on n'a pas fait ça, ou pourquoi on a choisi ce volet, etc. Avant de passer aux questions, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que le droit social est trop souvent cantonné à la lettre. Or, ceux qui ont fait des études de droit se souviennent qu'en droit, il y a la lettre et l'esprit. Et quand on regarde, par exemple, quand on analyse un article d'une constitution, eh bien, on regarde les travaux préliminaires qui ont permis l'élaboration de la Constitution, pour chercher l'esprit des fondateurs, des pères fondateurs. Et c'est la même chose en droit social, sauf qu'en droit social, pour une raison que je m'explique mal, hormis peut-être la peur des syndicalistes, qui est quand même un élément... Et du juge. Enfin, donc la peur tout ce qui est peur, voilà, qui est mauvaise conseillère. On dit qu'il faut absolument être carré, pas trop en dire, etc. Je pense exactement l'inverse. Aujourd'hui, on doit basculer vers
plus on en dit, bien sûr, d'intelligent et pertinent, mieux c'est. Et pour information, dans le discours de Xavier, vous avez reconnu tout le contenu, ou en tout cas l'esprit d'un livre que tu as commis il y a quelques années, qui s'appelle, le titre est original, c'est « Et moi dans tout ça », consacré par rapport à la transformation de l'entreprise, mais qui est vu de la base, de la personne, du salarié. Et moi dans tout ça. Et c'est assez intéressant, je pense, d'avoir ça en inspiration. Qu'est-ce que va comprendre la personne de base? Ça, c'est décisif en dialogue social. Sinon, c'est un dialogue d'experts et ça reste une nouvelle boîte noire, peut-être élargie. Voilà. Je propose qu'on passe aux questions, Damien. Oui, tout à fait. Alors, on a en ligne, il y a encore 48 personnes, c'est ça, Adèle? Non, ça c'est je pense sur VoClub. Ok. Ça, c'est ceux qui sont sur VoClub, c'est pas le même nombre. Okay, donc, on a 80 personnes en ligne. Est-ce que tu as des questions qui ont été remontées encore pour l'instant? Qu'on vous invite en ligne à commencer à poser vos questions. On regarde les 3 sujets qu'on a abordés avec Jean-François, Isabelle et Xavier. Dans l'Assemblée, peut-être en attendant que les personnes en ligne se prononcent. Est-ce que je vous prends un peu au dépourvu par rapport notamment au côté un peu, on va dire, pas de côté de nos deux invités du jour? Comment vous positionnez par rapport à ça? Arnaud, ton expérience. Moi, j'ai bu des paroles, j'ai retrouvé plein de choses de mon expérience. J'ai beaucoup aimé chez Isabelle l'accord de méthode. Je suis un grand fan de l'accord de méthode. Désolé. Ah non. Mais j'ai bien compris que vous aviez un accord de méthode, pas au sens préambule d'un PSE, comme c'est écrit dans le Code du travail, mais un accord pour lancer une négociation et discuter de tout ce qui peut la polluer. Moi j'ai coutume de dire une chose que vous connaissez bien, cette purge qui arrive en début de toute négociation où les délégués vont venir avec leur sac et tout vider. Je préfère qu'ils le vident à un instant où je vais parler des heures de délégation ou du billet de train plutôt qu'au moment où je vais parler des choses qui fâchent. Alors je provoque cette purge sur des sujets annexes. C'est en ça que je l'utilise. Mais votre modus operandi, finalement... Ah ben c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de négociation. C'est pas forcément signé. J'ai noté quand même la volonté, parfois, des syndicats de faire durer cette négo préalable. Voilà. On fait les deux. Et mon expérience, on a beaucoup parlé de ça avec Xavier. Les deux peuvent fonctionner. Parfois, j'ai remarqué tout de même que l'accord de méthode, ce qui n'est pas le cas, on a vu avec Isabelle chez Colisée, peut arriver à un minimum d'éléments, de faits que l'entreprise sera amenée à donner. Et en fait, on est dans une espèce de pré-négociation aussi. Parce qu'on a dérivé du cadre vers qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez donner en définitive. Et ça crée une forme de surenchère. Oui. Parfois, il y a une dérive là-dessus aussi. Et puis ce que disait Isabelle très bien, là, parce que j'ai retenu son petit vocable de dépolluant quand on a préparé cette conférence. Je ne fais pas d'accord de méthode parce que je peux me permettre dans mon entreprise de dire je ne m'occupe pas des heures de délégation, ce sujet il est suffisamment important, vous faites entre 2 séances obligatoires de négociation, vous faites le nombre d'ateliers que vous voulez, vous faites le nombre de déplacements que vous voulez. De toute façon, si vous me pipotez, ça marchera une fois, ça marchera plus 2 fois, donc on reviendra à des choses plus sérieuses, mais si vous êtes raisonnable, confiance, eh ben, vous prenez le temps qu'il vous faudra pour étudier le sujet. Ça permet de... ils n'ont rien à négocier finalement, puisque c'est pas 10 heures, c'est pas 12 heures, c'est le temps... Alors, j'avoue que ma société me le permet, hein, c'est une des... Est-ce que tu l'as arraché aussi? Enfin, c'était pas comme ça que ça se faisait avant. Non, j'ai dit au président, écoutez, voilà. Si on veut qu'il soit formé, intelligent, percutant... challengeant, il faut leur laisser le temps de travailler, de se former, de réfléchir sur des sujets qui ne sont pas de leur quotidien. C'est quand même d'ailleurs un des effets des ordonnances Pénicaud-Macron, c'est que maintenant, avec la densité des mandats, vous avez en face de vous des experts en hygiène, santé, sécurité, conditions de travail, temps de travail, charge de travail, ergonomie, salaire, protection sociale. Bon, soyons réalistes. Qui peut faire ça? Même dans les directions. Personne. Non, mais personne. Mais c'est ce que tu dis est tellement vrai que c'est pour ça, enfin j'ouvre une parenthèse par rapport au débat, mais c'est pour ça que je pense qu'il est urgent de reconnaître ces vraies compétences acquises
Bien sûr. Parce que Une VAE syndicale. Une VAE syndicale, oui. Exactement, parce que pour ceux qui bossent vraiment, là c'est pas tous, mais pour ceux qui bossent vraiment, bah, ils acquièrent des compétences alors qu'ils étaient techniciens de maintenance, par exemple. Et quand ils sortent de leur mandat, eh ben, elles ont de la valeur marchande sur leur employabilité. Et, sur le sujet de la VAE syndicale, quels sont les référentiels qui pourraient se rapprocher le plus parce que c'est des référentiels managériaux, est-ce que c'est des référentiels, est-ce que vous trouvez le référentiel qui va bien en face? Il faut le créer. Est-ce qu'il Il faut le créer, bien voilà, sûr qu'il faut le créer. Alors vous avez par exemple le trésorier, 2 mandats de trésorier, je ne suis pas sûr qu'un comptable lambda peut lui apprendre quelque chose, vous voyez, parce qu'il sait faire. Dans le management, 2 ou 3 mandats de secrétaire du CE, il commence à savoir manager. Il y a des... Je vois, il y a Paolo qui est dans la salle, là, qui a occupé la fonction de directeur formation continue à l'IGS il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et qui avait initié ce sujet avec un partenaire. On avait été contacté pour justement essayer d'accompagner via la VAE sur des parcours management pour le coup. On a des références. Oui, bien sûr. Alors, on a commencé à initier le sujet. Donc voilà, c'est spontanément. Mais vous avez la négociation, vous avez la médiation, vous avez le management, vous avez la finance. Je le disais dans la préparation pour le faire rougir, ça lui fait du bien, Jean-François. Vous avez devant vous l'un des grands historiens du monde syndical. Avoir des syndicats qui, en face de vous, connaissent au moins l'histoire de leur syndicat, c'est pas toujours le cas, mais au moins leur histoire, quels sont leurs fondamentaux, etc., c'est ultra important. S'ils ne les connaissent pas, il faut les former. Tout à fait juste. On vient de débugger, je t'en ai pas parlé, mais c'est très amusant, on vient de débugger une situation de dialogue social avec la CFDT, parce que le gars en face était un grand fan de l'histoire de l'IP. Oui, bah voilà. Pas loin de chez toi. Exactement. De l'histoire de l'IP. Et là, comme moi, c'est un sujet que j'ai trouvé formidable, l'histoire de l'IP, très intéressant à étudier, bah finalement, on est devenu acceptable. La difficulté, Isabelle parlait de confiance tout à l'heure. La confiance, ça passe d'abord par une première connexion. Exactement. Et si on les sensibilise, mais même les jeunes RH, hein, dans vos formations à l'université, excusez-moi, mais on leur apprend plus l'histoire syndicale. Moi, l'autre jour, j'ai parlé du pacte charbonnier. Les mecs m'ont regardé, ils m'ont dit c'est quoi le pacte? Mais on a quelques personnes qui sont en ligne, et puis j'en vois aussi dans la salle là, qui vont suivre des formations. Il y a encore quelques restes quand même. En tout cas, l'IGS-RH. En tout cas, l'autre jour, devant ma communauté de général, je parlais des pactes charbonniers de l'époque de la fermeture des mines de charbon et de sel, etc. Si on ne sait pas qu'en France ça a existé, eh ben, on ne peut pas aller discuter avec la CGT de la sidérurgie. Je suis désolé, parce que les gars, ils ont ça en tête en disant, nous, un jour, on va réussir à faire la même chose. Et si on ne sait pas les glissements, les dérapages et le nombre de fois où on est parti dans le bac à sable, dont moi, parce que j'ai eu à traiter ces sujets-là, c'est compliqué après d'essayer de faire de la pédagogie. Donc, ça se forme. La question est assez spontanée. Hein, mais, vous parlez de VAE, alors peut-être sans pas forcément parler de VAE, mais des partenaires sociaux qui, au regard de leur expérience, des échanges avec la DRH, basculent du côté RH. Est-ce que c'est des choses que vous voyez assez fréquemment ou, voilà, c'est les meilleurs. Ils sont vachement bons. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus Comment ça fonctionne? Dans mon histoire, j'ai 2 délégués CGT majeurs durs dont les filles sont devenues RH. Et ils ont tiré une fierté. Ah ouais, bien sûr. Et moi, j'ai dit à mon syndicat, à mon délégué syndical, si vous prenez une tôle aux élections, vous venez dans l'équipe. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, ils sont de super RH. Oui, c'est vrai. J'ai connu 3 DRH qui étaient d'anciens syndicalistes, oui. dont un dans la logistique qu'on a en commun, qui était ancien délégué syndical central CGT d'une belle boîte de logistique, la boîte a eu quelques difficultés, et il est devenu DRH. Mais en revanche, il n'a jamais fait état. Personne ne savait dans la boîte, c'était un ancien DSC CGT. Mais je peux vous dire, on s'est régalé, hein, parce que là, on avait quelqu'un qui était vraiment dans le coup, de A à Z. Et il était très loyal à son entreprise, très respectueux à la fonction de RH. Et en revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, qu'est-ce qu'il était exigeant par rapport aux syndicalistes. Il estimait, mais nous, on boxait beaucoup plus. Il ne connaît même pas son dossier quand il arrive, c'est scandaleux. Je dis, attends, calme-toi. Non, mais ils sont vachement bons. On a quelques questions qui ont été posées en ligne. Bon, on a une, alors même si vous avez commencé à y répondre, peut-on avoir un témoignage d'une grande réussite avec les partenaires sociaux?
Alors Xavier, je pense que tu en as cité tous les accords, Isabelle, c'est pareil, mais qu'est-ce qu'on entend par une grande réussite, quelque chose qui sortirait un peu de l'ordinaire, si vous aviez chacun dans vos expériences, que ça soit chez Colisée ou ailleurs, Isabelle, ou Xavier, chez toi, voilà, chez... Pour donner un exemple, c'est pas Colisée, mais dans le mode de fonctionnement, ça a été un peu la même chose. C'était plutôt sur des restructurations. Dans une ancienne vie, je travaillais dans le retail et on fermait 2 établissements d'une 50aine de personnes. Alors, on fermait pas 2 établissements dans la même localité, dans le même bassin d'emploi. On avait une fermeture et une cession. À quelques kilomètres, donc vous aviez des collaborateurs qui allaient vivre un PSE avec des mesures d'accompagnement et tout ce qui encadre le plan social, et d'autres qui allaient être cédés à un acteur donc, qui était complètement différent de celui pour lequel eux travaillaient. Là, on était plutôt dans le conseiller de vente. Le conseiller de vente, c'était au BHV. Hein. C'était le BHV et qui allait être cédé à un acteur plutôt du discount. Donc, le vendeur n'allait plus avoir le même rôle. Très, très, très forte ancienneté. Et quand on a évoqué et donc on allait négocier tout ça au niveau central. Donc, on allait parler de deux sujets qui sont donc de 2 sujets de restructuration au niveau central. L'un pour une fermeture, l'autre pour une cession à un acteur qui allait difficilement être accepté par les équipes. Et parce qu'on a réussi à dialoguer avec les partenaires sociaux, eh bien, on a réussi à avoir un mi-chemin entre une fermeture et une cession. On a mis en place un plan de départ volontaire pour les collaborateurs qui allaient être cédés. Et en définitive, les 50 collaborateurs qui allaient être cédés, qui allaient se retrouver chez ce nouvel acteur, chez lequel ils n'avaient absolument pas envie d'aller, ont tous réussi à partir de la structure. De la même manière, du coup, que les autres qui allaient être fermés, pardon. Et de ce fait, on a réussi à avoir l'adhésion des syndicats parce qu'on a mis en place, pour ceux qui allaient se retrouver dans une situation complètement différente, qui allaient garder leur emploi, mais qui n'allaient pas être traités de la même manière que leurs collègues pour lesquels il y avait une fermeture, de mettre en place des mesures et de ce fait, tout le monde a réussi à retrouver un job et avoir bénéficié de formation, d'accompagnement. Et je pense que c'était une chouette réussite parce que on a parlé dans la même temporalité de 2 sujets complètement différents et on a réussi à adresser quasiment la même solution. Xavier, peut-être pour avancer, il y a une question qui va pour toi. Sur le fameux losange. Si on s'appuie sur ce losange, quels sont les outils qui permettent de conserver l'équilibre, puisque j'entends que le baromètre social, possiblement, peut créer le déséquilibre. Quelqu'un qui t'a écouté. Oui, mais je crois qu'Isabelle a donné un bon exemple tout à l'heure. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile. Je ne pense pas que c'est facile à faire. Ce sont les ateliers thématiques, ça vaut tous les baromètres. Si vous permettez à faire des choses très courtes, en très court temps, c'est par exemple, je réunis 15 personnes ou 10 personnes, je ne sais pas combien tu as fait tes ateliers, mais ça tourne souvent autour d'une dizaine. 3 heures le matin pour discuter d'un sujet, d'un thème qui intéresse l'entreprise et sa situation et son contexte, ça vaut tous les baromètres sociaux du monde. Et là, vous n'avez pas le sentiment... Enfin, les syndicats, si c'est bien expliqué, les managers n'ont pas la tentation de penser qu'ils sont écartés du débat parce qu'eux-mêmes peuvent aller dans les ateliers. Donc, je dirais que cette espèce de la co-construction ou de l'intelligence, les techniques d'intelligence collective, par exemple, moi je suis un grand fan du co-développement, ben je pense que le co-développement remplacera toujours les meilleurs baromètres sociaux. Parce que qu'est-ce que vous faites dans du co-développement sinon de traiter des irritants? Sauf que tout le monde peut y participer. Enfin voilà, je pense qu'on a maintenant et désormais des outils. Moi, je suis un grand fan. Je vais m'inspirer tous les ans. Je vais au Canada. Je pense que les ressources humaines s'inventent là-bas. Je trompe peut-être, mais en tout cas... le Québec est très très avancé. L'université Laval. L'université de Laval, etc. Et j'ai découvert le co-développement et les outils de l'intelligence collective là-bas. Quand c'est bien mené, quand on se forme correctement, eh ben, on arrive à des choses beaucoup plus compatibles avec un dialogue social équilibré, sachant que le losange, c'est une pure
Image de l'esprit. Hein. Le losange équilibré n'existe pas. Hein. Absolument. J'ai lu rapidement une question qui commençait par « Que faire lorsque les syndicats restent campés sur, j'imagine, leur position ?» Choses comme ça, Mathieu, j'imagine. Hein. Bon, voilà, qui ne sont pas tout à fait ce que veulent les salariés dans leur majorité, qui ne sont pas eux syndiqués. En fait, les salariés peuvent-ils bypasser les syndicats? Bon, alors, là-dessus, oui, ça a été un grand classique, ça peut toujours l'être. La première démarche là-dessus, c'est quelles sont exactement les causes racines des postures des syndicalistes. Ça, je voudrais savoir parce que je vais vous expliquer une chose très simple. Si à la dernière négo d'avant, vous m'avez planté ou que l'accord n'a pas été respecté, quel que soit l'intérêt de l'accord qui est en train d'être négocié, quel que soit l'intérêt pour l'entreprise et pour les salariés, je vais vous laisser un chien de ma chienne parce que je ne peux pas perdre ma crédibilité à chaque fois, vous ne pouvez pas marcher dessus à chaque fois. Donc, si on ne cherche pas les causes racines, bah c'est évident, on va dire, oui, parce que les syndicalistes sont toujours bloqués. Bah oui, mais pourquoi ils sont bloqués? Donc, il faut savoir pourquoi ils sont bloqués. Ensuite, deuxièmement, il faut voir pourquoi il y a un écart entre leur position sur tel thème et celle des salariés. Est-ce qu'il n'y a pas eu de groupe de travail? Est-ce qu'il n'y a pas eu de concertation? Est-ce qu'ils sont très éloignés de la base et que ce sont des apparatchiks? Ça existe, évidemment, ce n'est pas la majorité. Donc, il faut aller chercher les causes racines. Et si vous allez chercher les causes racines, vous allez trouver pourquoi. Ben, il y a deux bels exemples dans l'histoire de syndicale. Hein. Il y en a une, en tant que DRH, on a eu la grande chance de vivre les gilets jaunes. Hein. Bien sûr. Il faut bien étudier la mécanique des gilets jaunes, parce que c'est ça, hein, c'est le bypassage de toutes les structures de communication, etc. Donc, si les DRH ne s'intéressent pas à l'origine des gilets jaunes et comment ça a fait à grimper, on loupe un retour d'expérience. Voilà. Et la deuxième chose à étudier là-dessus, c'est comment Sud est né. Moi, le hasard a fait que j'étais à la Poste quand le syndicat Sud est né. J'étais là, je l'ai Grève vu. des camions jaunes. Ouais, je l'ai vu démarrer. Et ben simplement, je pense à ça parce que c'est les apparatchiks. Tous les syndicats de la Poste étaient devenus des apparatchiks de salon à négocier dans les hautes sphères. Ils ont laissé le terrain libre. Et Sud, enfin ça s'appelait pas Sud, hein, ça s'appelle Sud parce que c'est né au sud de Paris. Et ben le syndicat, enfin se sont occupés des gens. Et moi, je dis toujours à mes RRH, quand vous voyez que les choses sont en train de partir en cacahuète, c'est-à-dire la question, les syndicats sont en train de se faire doubler, vous prenez votre jolie automobile et puis vous descendez dans l'arène. Et vous y allez, vous. Et ensuite, vous remontez le dialogue social et vous reconstruisez avec les syndicats en disant, les gars, voilà pourquoi vous vous faites dépasser. Voilà, une équipe de nuit qui ne voit pas son manager pendant 3 mois parce qu'il dort pendant qu'elle bosse, si vous n'allez pas leur dire qu'est-ce qui se passe, et que le syndicat ne dit pas, mais au manager, dis donc, Coco, t'es gentil, mais toi, tu sais que tu manades une équipe de nuit. Ah non, je te l'apprends. Mais s'ils ne le font pas et que l'équipe de nuit, ça m'est arrivé l'année dernière, c'est moi qui ai été, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe plein de choses. Le vrai sujet, ils n'avaient pas vu le manager depuis 3 mois. Et les syndicats n'avaient pas joué leur rôle de dire « Oh ». Les vraies causes, toujours pareil. Isabelle, pour terminer, votre priorité, enfin ce que vous avez envie de donner comme conseil tous ceux qui sont là et à distance, qu'est-ce qui est décisif pour vous? Je pense que ce qui est important dans le dialogue, c'est l'écoute en fait. La confiance et l'écoute. On commence par l'écoute et ensuite on crée le lien de confiance, mais l'écoute, en fait, il faut écouter ce qui remonte. Xavier? L'anticipation, la formation. Anticipation au sens, je m'en fous du délit d'entrave, j'anticipe pour qu'il se forme. Très bien. Pour ma part, moi je retiens savoir qui fait quoi. Le patron décide, le patron et le syndicaliste négocient. Et deuxièmement, tellement important, la dernière question le montrait d'ailleurs, d'avoir cette réelle remontée de terrain, savoir ce qui se passe réellement. Personne n'a intérêt à ce que les syndicalistes soient déconnectés du terrain, et on a encore moins intérêt à ce que les managers le soient. Il y a un vieux, que tu le connaissais bien, il y a un vieux directeur des relations sociales de Renault, ouais. Claude Giraud, ouais. Qui était un fervent grand monsieur. Un grand monsieur et qui tenait et qui disait que sa réussite passait par là. Bon, merci. Ma conclusion, elle est juste à l'écran. Pour ceux qui veulent aller plus loin,
vraiment creuser ces sujets autour de la qualité du dialogue social qu'on a abordé sous l'angle managérial, syndical, collaborateur. On a aujourd'hui un programme qu'on a co-construit, donc c'est-à-dire que ça reste la décision chez IGS, mais la co-construction s'est faite avec Cardinal autour de la qualité du dialogue social. Cardinal Sud, bien sûr, comme dirait Xavier. Bien sûr. Sur lequel on aura le plaisir de poursuivre ces échanges en approche, pour reprendre ce que tu disais Xavier, co-développement, parce qu'il y a vraiment du partage d'expérience entre experts. Et ça s'adresse autant à des responsables relations sociales, qu'à des responsables ressources humaines, qu'à des syndicats ou des représentants du personnel qui veulent co-construire ensemble, échanger sur ces pratiques d'animation du dialogue social. Voilà. Merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Merci à tous ceux qui étaient en ligne avec nous. Et puis on vous dit à très vite, je crois Jean-François, sur juin, on aura une troisième matinale, sur lequel on laissera passer les vacances de Pâques et les ponts de mai. Sur le mois de début juin. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Merci à tout le monde, bonne journée. Merci. À bientôt.